Chargé de vous accueillir, donc je vous explique un petit peu le travail qu'on fait parce que je vois qu'il y a des personnes nouvelles et qui ne connaissent pas. Donc nous, on est une association qui s'appelle le CO France. Le CO France, ça signifie Centre Études OVNI France. C'est une association qui a été créée par Jimmy Gueux. Jimmy Gueux qui était consultant chez nous. Consultant, ça veut dire qu'il allait sur le terrain et faisait des enquêtes. D'autres personnes qui ont été très connues, donc vraiment connues sur toute la planète, comme Guy Tarade, ont été adhérents chez nous. Jimmy Gueux, il est décédé il y a environ 13 ans. Donc, il était âgé. Guy Tarade, qui est un écrivain hyper connu, donc il doit avoir 87 ans, 88 ans, donc il ne peut plus se dépasser, donc il n'est pas là aujourd'hui. Donc, c'est ces gens qui ont été très célèbres, donc qui ont animé l'association. Et à un moment donné, il a fallu bien que quelqu'un prenne la suite. Et donc, c'est nous, les petits jeunes qu'on a 50 ans, qu'on a pris la suite. Parce qu'il y a des personnes qui voulaient le faire. Moi, je me retrouve là, comme du pro, à pousser des choses pour que ça marche, quoi. Et donc aujourd'hui, donc, on va accueillir M. Serge Rever-Nazar. Donc Serge, c'est un contacté, donc, comme on appelle ces gens-là. C'est-à-dire quelqu'un qui a rencontré des extraterrestres, mais qui a reçu de leur part la volonté, c'est-à-dire la mission, le travail d'en parler sur notre planète. C'est-à-dire que c'est différent. Il y a une différence entre nous, membres de l'association, nous on est des enquêteurs. On va sur le terrain et on voit des choses. Je ne vais pas vous cacher que moi-même je vais sur le terrain, des extraterrestres, j'ai dû en voir, si je veux compter le nombre d'extraterrestres que j'ai vus, donc desquels j'ai eu de temps en temps des échanges, il doit y avoir 60 races différentes, 60 races différentes dans l'espace d'environ 30 ans, 40 ans de recherche. Mais pour ma part, il y a des gens ici qui en ont contacté, qui ont vécu ce genre de relations, ils ne vont pas vous le dire comme ça parce que j'ai peut-être envie de garder le masque. Moi, j'ai plus rien à perdre, je vous dirai. Serge aussi, je crois qu'il a suffisamment déballé pour. Il n'a plus rien à cacher. Comment dire, moi, je n'ai pas reçu la mission d'aller vers les gens et de parler. Moi, je fais des enquêtes, je vais sur le terrain, je me décarcasse à la droite à gauche, la nuit, le jour, à voir des choses, à répertorier, à les faire apparaître sur notre bulletin. Ou carrément, donc, maintenant, on les met sur Internet pour les faire connaître. Mais je n'ai pas reçu de mission de parler, c'est-à-dire que j'en parle pas. Je peux répondre à plein de questions, mais je ne suis pas capable de faire comme Serge, c'est-à-dire que j'ai été envoyé vers les gens pour parler. Serge, c'est quelqu'un qui a été envoyé les gens pour parler. Serge est monté dans un vaisseau spatial extraterrestre, il va nous préciser après ce qu'il a vécu. Donc, moi j'ai rencontré, mais j'ai pas reçu la mission de parler. À mon avis, c'est pas pour demain. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? Serge, il va nous parler donc de la planète Vénus et de ce qu'on appelle les Vénusiens. Je pense que Serge, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je ne pense pas faire d'erreur. Les Vénusiens, ce sont des êtres qui sont de corps, qui ont un corps comme nous, c'est-à-dire qui ont un corps de chair et de sang. Il ne faut pas confondre, croire que quand on parle de Vénusiens, on va parler d'esprit. Ça n'a aucun rapport. Il y a des esprits sur Vénus, comme il y a des esprits sur la Terre, mais les Vénusiens, c'est des êtres de corps et de sang. Moi-même, j'ai rencontré un Vénusien, ça fait 25-26 ans. Bon, c'est une autre histoire. C'est Serge qui l'a fait, c'est pas moi. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc ces êtres extraterrestres font intervenir la notion de dimension et de monde parallèle. Mais c'est ce que chez nous, on appelle dimension et monde parallèle. Pour eux, donc, sur Vénus, si on veut, donc si on y va en restant sur notre dimension, on va y trouver des gaz. Les scientifiques ont raison de dire qu'il n'y a pas de vie vraiment présente. Mais sur d'autres dimensions, donc, il y a des êtres qui habitent des corps qui ont des corps physiques de sang, comme les nôtres. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que ces êtres, quand ils viennent sur notre monde, il leur est aussi facile de se manifester, de passer de leur dimension à l'autre, que pour nous d'aller acheter une baguette de pain. Pour eux, ça ne représente aucune difficulté. Ils sont dans d'autres possibilités, à la fois physiques et à la fois technologiques, complètement différentes. Nous, en tant qu'enquêteurs, on a l'habitude de ça, parce qu'on voit beaucoup... sur le terrain, on voit beaucoup de manifestations, mais peut-être que je voulais préciser parce que les gens en général, ils ont de la difficulté à accrocher avec ces notions. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire pour présenter la réunion d'aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Serge. Donc après, par contre, on fera passer le micro, donc on voudrait poser des questions à Serge, parce que comme on fait un petit enregistrement, donc sinon on n'entendra pas les questions, et je ne sais pas si Serge veut qu'on pose les questions après la conférence, juste après. Okay. Je vais expliquer. Je rapproche un peu le micro. Voilà, donc je lui laisse la parole et je vous remercie. Merci. Allô?
Bien, donc bonjour à tous. J'espère que nous allons passer un agréable moment ensemble. Effectivement, je vais développer le sujet qui m'a été proposé de développer aujourd'hui, mais je vais laisser une part pour le jeu des questions-réponses, pour coller un peu mieux à vos interrogations, si j'ai les éléments de réponse, évidemment, car je suis loin de tout savoir. Ce qu'il faut préciser déjà, c'est que je ne pourrai absolument pas prouver ni démontrer ce que je vais exprimer aujourd'hui. Donc, je vais faire appel à votre intuition, à votre sensibilité. Vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre ce que je vais vous dire. Et si vous ne prenez pas, il n'y a absolument aucun problème en ce qui me concerne. Je suis un assez grand défenseur de la liberté pour ne pas penser autrement. Donc, je vais vous expliquer certaines choses que je sais être vraies en ce qui me concerne. À vous de prendre comme un roman de science-fiction ou une réalité. Il y a une chose qui me surprend, c'est qu'il y a des scientifiques qui dépensent beaucoup d'argent, de temps et d'énergie pour essayer de capter des éventuelles émissions radio dans le brouhaha du cosmos. Et ceci depuis des dizaines d'années. Il y a des scientifiques qui essayent de trouver des exoplanètes qui ressemblent à la Terre pour éventuellement essayer de comprendre s'il y a une forme de vie sur ces exoplanètes, puisque le développement de la technologie nous permet de déterminer ces planètes qui tournent, planètes telluriques, qui tournent autour d'autres étoiles, et la science en découvre de plus en plus. Mais ils veulent savoir s'il y a des planètes dont les conditions sont semblables à la nôtre, car pour eux, la vie ne peut s'exprimer que dans des conditions identiques à la Terre. Et puis, il y a des êtres qui essaient d'entrer en contact, en relation avec des ovnis. Et puis, il y a certains qui ont pu avoir un contact plus ou moins direct avec certaines entités humanoïdes. Et voilà qu'on me propose de parler de Vénus et des Vénusiens, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal et naturel. Exprimer cela dans une association d'ufologie, c'est un challenge. Donc, je vais simplement vous exprimer ce que je sais, le fruit de mes expériences, de mes vécus et des enseignements que j'ai reçus. Et après, chacun agit selon son libre arbitre. Donc, Vénus et les Vénusiens. Il y a quand même sur la Terre des mythes qui perdurent, car depuis tout le temps, j'ai entendu parler des Vénus, des Vénusiens. Et dans la croyance populaire, un Vénusien, une Vénusienne, c'est un être qui est comme ci, comme ça, long, avec les cheveux qui descendent sur ses épaules, mince. Et puis on en parle aussi un petit peu des Martiens. Ce sont deux planètes telluriques qui ne peuvent pas actuellement contenir de vie organisée, biologique. D'où vient ce mythe de Vénusien que personne n'a approché? Je pense que la Terre se souvient de l'époque où ces êtres-là ont pu venir physiquement ici, officiellement, dans des temps anciens, et être en relation, en communication avec les hommes de la Terre.
Alors, ce qui est surprenant aussi, c'est que dans les descriptions que se font les hommes ici, ils n'ont pas tort. Car le Vénusien, lorsqu'il s'est densifié pour apparaître sur notre plan, ressemble étrangement au mythe que les êtres se sont donnés de penser, de croire. Je ne vais pas aujourd'hui développer le contact que j'ai eu à Nouméa avec ces êtres-là. Je l'ai exprimé de différentes façons antérieurement. Je pourrai répondre à quelques questions tout à l'heure pour rester dans le cadre de notre sujet d'aujourd'hui. Lorsque nous observons la planète Vénus, planète tellurique, nous savons actuellement que c'est une planète très chaude, en gros globalement 400 degrés, qu'il y a une atmosphère qui est très différente de la nôtre, qu'il y a beaucoup de nuages qui nous empêchent d'avoir des détails, quoique maintenant on a une topologie assez précise grâce aux sondes qui sont envoyées. Il y a une gravité qui est très différente de celle de la Terre, donc actuellement, d'une manière scientifique, tout le monde sait qu'une vie biologique ne peut pas se développer sur cette planète. Sur Mars également, d'ailleurs. Mais si sur un plan de la matière, je dirais, il n'y a plus rien ni personne, supposons que nous soyons capables de créer un vaisseau qui ait la possibilité de changer de dimension, la dimension immédiatement supérieure à notre dimension 3, donc matérielle, c'est ce qu'on appelle la dimension physique 4. La dimension physique 4 est une dimension que l'on retrouve partout dans le cosmos, c'est un plan physique qui permet à des êtres différents de se retrouver. C'est très pratique parce que lorsque une civilisation vit en dimension 4, quel que soit l'endroit du cosmos où elle pourra aller, elle va rencontrer des êtres qui sont en dimension 4. Dimension 3, c'est extrêmement difficile d'abord de se déplacer. Nous savons que ceux qui préparent une mission sur Mars, eh bien, ils vont mettre 6 mois avant d'y arriver. Donc c'est très long, des conditions difficiles. Et puis pour y trouver personne. Alors que dès qu'on est capable d'atteindre cette dimension 4, on va se rendre compte que la vie foisonne dans notre cosmos et qu'il y a de très nombreuses civilisations qui vivent, qui s'expriment, qui se développent. Actuellement, il est totalement impossible, nous-mêmes qui sommes incarnés en dimension 3, de migrer en dimension 4 parce qu'il faut des vibrations que nous ne sommes pas encore capables d'avoir. D'autant plus qu'un corps matériel, il est lourd, il est dense, il a une structure particulière et on ne peut pas accélérer ce corps pour accéder à d'autres dimensions. Le corps ne le supporterait absolument pas moléculairement. Par contre, au niveau de notre conscience est capable d'échapper à ce corps. On appelle ça l'expansion de conscience pour pouvoir voyager sur les différents plans qui existent concernant Gaïa elle-même ou les autres plans du cosmos. Donc, imaginons que nous soyons capables de nous déplacer en dimension 4. Nous prenons un vaisseau, dimension 4, nous nous installons et nous nous rapprochons de la planète Vénus, car tel est le sujet d'aujourd'hui. Au lieu de rencontrer un désert stérile dans les conditions physiques que je viens de vous donner, nous allons arriver sur un plan où il y a une vie humaine qui est en train de se développer. Vous allez voir de la végétation, des mers, de l'eau, des rivières,
on va voir des champs cultivés. Et si on s'approche, nous allons voir quelques villes de dimension réduite et beaucoup de villages ou bourgs qui sont installés ça et là dans cette végétation. Végétation type luxuriante, beaucoup d'arbres et des fleurs, des arbres en fleurs. La particularité, c'est qu'il y a énormément de fleurs qui sont nettement plus grosses que celles de la terre, ce qui donne un aspect assez agréable. Supposons qu'on atterrisse près d'un petit village et nous allons constater qu'il y a des habitants, des êtres qui vivent avec une technologie, puisqu'ils peuvent se déplacer avec différents types de véhicules, dont des véhicules antigravitationnels, et qu'ils vivent d'une manière qui ressemblerait un petit peu à un idéal de la Terre. Seulement, la grande différence, et ça, il est important de bien comprendre, ce sont des êtres qui ont un corps physique, donc une forme, mais cette forme est remplie d'énergie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de molécules et d'atomes, ils ont des énergies. C'est la différence qu'il y a entre un corps matériel et un corps subtil. Par exemple, lorsque vous désincarnez, vous laissez ici votre corps de matière qui ne peut plus porter, pour une raison ou une autre, votre conscience incarnée, et vous allez vous retrouver sur un plan de l'astral avec un corps qui a toujours une forme, mais qui n'est plus densifié. On appelle ça le physique. Ne pas confondre le physique et le matériel. Notre corps matériel ne peut être conçu que si d'abord il y a une forme physique, mais la particularité ici c'est que ce physique est empli de molécules et d'atomes. Enlevez les molécules et l'atome, vous pouvez migrer dans d'autres dimensions à condition qu'il y ait des énergies denses qui animent ce corps. Il faut aussi faire la différence entre le corps, qui est un véhicule, et la conscience, qui est une partie, qui est nous-mêmes, en tant que conscience humaine, individuelle, dotée du libre arbitre, et qui s'exprime généralement à travers un seul corps, par différenciation avec les consciences groupes, les règnes animaux et végétaux, par exemple. Donc, notre conscience est quelque chose qui va bien au-delà du corps. Notre conscience utilise un corps, qu'il soit matériel ou pas, pour s'intégrer sur un plan. Maintenant, beaucoup de personnes savent que lorsqu'on va dans l'astral, nous conservons notre conscience, notre corps que l'on peut modifier d'ailleurs selon notre état émotionnel ou mental. Mais si nous allons en dimension 4, c'est le même type de corps physique, énergétique que nous allons retrouver là-bas. Donc, la planète Vénus est une planète qui abrite la vie, mais sur un plan qui n'est pas perceptible actuellement par notre science. Et elle ne le pourra pas tant que nous sommes dans une vibration aussi densifiée. Par extension, il faut savoir que les autres planètes du système solaire sont habitées, elles aussi, par des êtres, des consciences humaines, sur leur plan subtil, dimension 4 et supérieure, alors que cela paraît totalement impossible, et c'est impossible si on le regarde
au niveau de notre science dimension 3. Il faut bien faire la différence entre une dimension, les autres dimensions, un corps qui est matériel ou physique, et la conscience qui vient s'intégrer à travers tel ou tel type de véhicule corps. Une fois qu'on a admis cela, les choses sont très simples. Donc, supposons que nous avons non pas atterri, mais aveni quelque part dans la campagne vénusienne, et nous allons voir comment vivent ces êtres-là. Et on va s'apercevoir qu'ils ont une vie qui pourrait ressembler à la nôtre, mais avec les vicissitudes en moins. Sur un plan général, que font des êtres humains sur une planète? Il faut savoir que dans le cosmos, tout est conscience avant d'être manifestation. On parle de conscience galactique qui génère des consciences stellaires qui génèrent des consciences planétaires. Par exemple, Gaïa, on a l'habitude d'appeler Gaïa la conscience planétaire dont le corps matériel est la Terre. Et Gaïa comporte d'autres plans, comme je viens de vous le dire, ne serait-ce que les différents plans de l'astral, les différents plans du mental et les plans spirituels. Les êtres qui vivent sur telle ou telle planète apprennent à vivre selon la vibration émettrice de chaque planète. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous avons une vie, nous émettons une vibration qui est la nôtre. C'est notre carte d'identité. Il n'existe pas deux êtres strictement identiques au niveau de la vibration. Sur les planètes, c'est pareil. Chaque planète a une vibration propre. Par exemple, je vais vous étonner, mais comme je l'ai été aussi quand je l'ai appris, la vibration émettrice cosmique de la Terre, c'est la paix. La vibration émettrice cosmique de Vénus, c'est l'amour, la fraternité dans son propre monde. De même que la vibration émettrice de Mars, par exemple, c'est le don des acquis. Donc, pour revenir à Vénus, ces êtres-là qui vivent sur cette planète apprennent à vivre, à communiquer, à se développer selon un principe de fraternité et en cultivant la vibration amour, mais dans un monde particulier, dans son propre monde. Il ne faut pas croire que Vénus soit le summum de l'évolution universelle, bien que les conditions de vie, je vais vous l'expliquer, sont beaucoup plus avantageuses que celles qu'on rencontre ici. Mais, pour revenir en fait à la Terre, lorsque mes instructeurs m'ont expliqué que la vibration cosmique de Gaïa, c'était la paix, je me suis dit, ben, là il y a un problème parce que je ne vois pas beaucoup de paix sur cette planète. Et ils m'ont dit, bien sûr, Gaïa est une planète école et ceux qui ont des problèmes de paix quelque part d'où qu'ils viennent dans le cosmos, ils sont invités à faire des stages d'apprentissage, de développement, d'ouverture de conscience, en étant dans la vibration paix de Gaïa, pour échapper à leur forme de violence, car la violence, c'est de la force qui n'est pas maîtrisée. Donc ces êtres-là apprennent à maîtriser leur force. De même que des êtres qui sont trop faibles, trop fragiles, vont bénéficier de l'énergie de Gaïa, qui est une énergie très dense, très forte, pour pouvoir acquérir dans leur conscience des capacités de force, et ainsi de suite pour les autres particularités, les autres qualités. Lorsque l'être, par exemple, a maîtrisé sa force, qu'il a une bonne notion d'amour en lui,
il pourra très bien décider, à partir d'un certain moment, d'aller s'incarner sur Vénus. Vénus, dimension 4, bien entendu. Et là, il va rentrer en contact avec cette civilisation où les êtres apprennent à vivre ensemble et à communiquer. Donc, amour, compassion, compréhension, dans des conditions de vibration de Vénus. Si je dis dimension 4, c'est parce qu'en dimension 3, la vie n'est pas possible actuellement. C'est une question de logique. Donc, ces êtres-là ont des conditions de vie où ils ont l'occasion de beaucoup partager. Le système de civilisation, c'est globalement, on pourrait dire, une association d'êtres qui chacun vit chez soi en famille, mais ils ont dans chaque endroit ce qu'on appelle une salle commune où ils aiment se retrouver régulièrement pour partager soit des connaissances, soit des jeux, soit de l'art, ainsi de suite. Le Vénusien est très épris de beauté. Et donc il aime à manifester sa beauté à travers des formes d'art, c'est-à-dire la danse, la peinture, la sculpture, l'écriture, mais dans des conditions qui ne ressemblent pas à celles de la Terre. Par exemple, lorsque quelqu'un va faire un tableau, ce tableau sera vivant. Il y aura des énergies, des vibrations qui vont transformer. Les choses ne sont pas statiques. Donc, l'être vénusien, je dirais en général, n'est pas seul. Il vit dans une famille, car il y a un être masculin. À ce niveau-là, je dirais un être yang, un être yin. Ils peuvent avoir des enfants, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de procréer des corps pour que des consciences puissent venir s'intégrer à travers ces corps, exactement comme ici sur Terre, à part qu'on est dans le monde physique et non pas matériel. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de réguler la fabrication des corps pour rester dans un bon équilibre physique. Ils ont bien sûr des chakras qui sont des centres d'énergie de leur corps subtil, de la même manière que nous-mêmes étant incarnés ici, au niveau de notre corps astral, de notre corps mental, nous avons, nous aussi, des centres de diffusion d'énergie qu'on appelle les chakras, et ça fonctionne sur chaque corps et d'un corps à l'autre. Eh bien, sur Vénus, il y a le corps matériel en moins, mais les autres corps s'expriment. Eux aussi, ils ont, là-bas, on n'appelle plus le corps astral. Sur un plan cosmique, ce qu'on appelle ici l'astral, on appelle le plan des états. C'est un mot neutre. On va au bout de la galaxie, on va rencontrer une planète, X ou Y, et il y aura un corps matériel, un plan matériel, tellurique ou pas d'ailleurs, et puis il y aura le plan des états, et un autre plan, le plan de l'analyse, qu'on appelle mental ici, plus d'autres corps que l'on appelle sur. Donc sur Vénus, chacun a ses chakras qui fonctionnent, et la particularité c'est que les êtres voient les énergies qui circulent en chacun, en l'autre. Donc, ils ont une vision quasi permanente de ce qu'on appelle l'aura de la personne. Ce qui fait que chacun voit l'autre tel qu'il est, et non pas tel qu'ici on essaye de vouloir faire croire. Donc, on est dans un système de vérité. Étant donné que les êtres vivent dans une harmonie, puisqu'ils recherchent aussi à vivre l'harmonie, l'amour, et donc le partage, dans des conditions qui ne ressemblent pas à celles d'ici. Donc cette paix, cette harmonie fait que les êtres ne sont pas aussi malades
ici, d'abord, ils ont un corps matériel en moins, ce qui est un avantage, mais en même temps, étant donné que les êtres se voient dans leur aura, dès qu'un être commence à dévier, parce que ce sont aussi des êtres humains qui sont en évolution, ça se perçoit et ils peuvent aller dans des centres où des professionnels, on pourrait dire, entre guillemets, vont s'occuper d'eux pour rééquilibrer les énergies et s'occuper des états de conscience. C'est-à-dire la cause du dérèglement, ils la déterminent facilement et ils vont aider la personne à rétablir son état de conscience dans une belle harmonie pour que les choses reprennent leur équilibre. De la même manière, ici, c'est que si la médecine s'occupait un peu plus des causes des maladies, et surtout si la médecine concevait de pouvoir soigner beaucoup plus au niveau des énergies et des causes psychiques de ces maladies, il y aurait beaucoup moins de malades et beaucoup plus de guérisons. Ça, c'est, je dirais, c'est un problème actuel qu'a la planète Terre, mais qui n'existe pas dans la plupart des autres planètes qui acceptent des humains. Donc, au niveau de la vie de tous les jours, l'être humain n'a pas à dépasser ce genre de problème, mais par contre, ils ont besoin de nourrir leur corps. Ils ont un corps physique, il y a des énergies, mais qui dit énergie dit aussi perte d'énergie. Donc, il faut qu'ils réalimentent en énergie leur corps physique. Eh bien, ils vont prendre les énergies de fruits et de légumes et de céréales qui existent sur la planète. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas absorber la matière à travers un circuit digestif, mais ils vont absorber l'énergie à travers un circuit énergétique. Car il faut savoir que sur Vénus, il y a des cultures. Les êtres sont bien obligés de renforcer les pertes d'énergie qu'ils ont parce qu'ils vivent. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez simple à concevoir. Donc, l'être va prendre le fruit et il va intégrer l'énergie du fruit en lui-même, tout simplement. Pour parler de ce qui existe au niveau nourriture sur cette planète, il faut savoir, et si je vous le dis, c'est parce que j'en ai discuté avec mes amis que j'appelle les inspecteurs cosmiques, il y a sur la Terre des choses qui viennent de Vénus. Par exemple, le blé, en tant que conscience, vient de Vénus. Sur Vénus, il y a du blé. Il n'est pas matériel, il est physique, énergétique. Vous avez compris la différence. Le tournesol, la conscience du tournesol sur la Terre vient de Vénus. Au niveau du règne animal, j'en connais deux, c'est les abeilles et les fourmis, dont la conscience est issue de cette planète. Cette planète a donné à Gaïa ce qu'elle possédait, et comme il y a sur Terre d'autres fruits, légumes et autres, animaux, végétaux, qui proviennent au niveau de conscience d'autres sphères de notre cosmos. Donc on pourrait dire que la vie sur cette planète ressemblerait étrangement à celle de la Terre, mais dans des conditions idéales. Les êtres sont libres, il n'y a pas de contraintes, étant donné que c'est physique, donc il y a quand même quelque chose de mécanique, mais c'est assez bien robotisé, on pourrait dire. Ce sont des machines qui s'occupent de tout ça, ce qui fait que le Vénusien va avoir une action commune quelques heures par jour, mettons 3 heures. Je donne des images parce que le jour vénusien ne ressemble pas au jour de la Terre, mais c'est pour vous un petit peu vous situer. Donc le Vénusien va avoir une action commune quelques heures par jour, le reste du temps il va voyager, il va rencontrer d'autres êtres, il va
créés, comme j'ai dit tout à l'heure, dans différentes formes d'art. Il existe, au niveau de leur technologie, différents types de navettes et de vaisseaux qui leur permettent d'aller là où ils veulent. Ils ne sont pas limités. Eh bien, ils vont aller sur tel plan subtil de telle planète, à la découverte d'autres civilisations, comme nous maintenant, nous pouvons aller à l'autre bout de la planète, visiter tel ou tel pays. Il y a une technologie au niveau des véhicules, lorsqu'ils veulent se déplacer, antigravitationnelle. Il y a bien sûr toute une technologie spatiale, antigravitationnelle également, avec des systèmes qui, en aucun cas, vont utiliser des énergies fossiles ou autres qui pourraient perturber, en quoi que ce soit, cette planète. On pourrait dire que la vie sur Vénus est l'octave supérieure de la vie matérielle sur Terre. Vous savez, je pense, que nous sommes à un point charnière de l'évolution des hommes sur cette Terre. Nous abordons une civilisation qui est en train de s'effondrer et il y a une autre civilisation qui émerge de cela, qu'on appelle l'ère du Verseau, et qui sera bâtie sur des conditions totalement différentes de celles que nous rencontrons actuellement. C'est-à-dire que dans le futur, cette civilisation dite de l'ère du Verseau fera que les humains vont vivre sur des rapports d'amour et non plus sur des rapports de force. Il y aura un partage quasi planétaire des ressources qui ne seront plus polluantes et les systèmes ne pollueront plus la planète. Et les êtres vont s'entraider au lieu de se déchirer. Ça, c'est notre futur pour Gaïa. C'est-à-dire qu'à terme, les hommes qui vont s'incarner ici seront dans l'ambiance du Vénus actuel. Et comme l'évolution est une constante universelle, et bien pendant ce temps-là, les Vénusiens vont évoluer aussi et migrer vers des états de conscience un peu plus larges, un peu plus ouverts. Vénus n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, le summum de l'évolution parce que les Vénusiens vivent dans un monde un peu clos. Ils vont apprendre dans un monde qui est relativement peu ouvert aux grandes conceptions cosmiques parce qu'ils étudient la relation qu'ils peuvent avoir d'individu à individu, de groupe à groupe. Et je vais même aller plus loin. Il y a actuellement sur cette Terre des êtres qui ont des états de conscience qui sont supérieurs aux états de conscience de Vénus actuelle. Parce qu'ils sont capables de concevoir et de comprendre et d'accepter ou de vivre des concepts cosmiques et universels. Il y a des êtres qui ont l'habitude de vivre sur Vénus dans des conditions totalement équilibrées, je l'ai dit, car la violence n'existe absolument pas sur Vénus, et un être violent ici ne peut pas aller s'intégrer sur cette planète. Donc, il y a quand même des êtres de Vénus qui, pour leur évolution, viennent faire quelques incarnations sur la Terre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans un état stable, dans un environnement agréable, on pense avoir acquis telle ou telle qualité, tel ou tel état d'être. Pas de problème. Seulement prenons cet être-là, qui a des fragilités et qui ne le sait pas, va venir s'incarner sur la Terre, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'en ai rencontré des êtres de Vénus qui ont fait n'importe quoi, qui se sont plantés littéralement et qui ont dévié parce qu'ils n'étaient pas capables de supporter dans ces conditions agressives de notre planète actuellement, n'étaient pas capables de supporter ces conditions. La conscience se rendait compte que ce qu'elle croyait avoir acquis dans un équilibre ne l'avait pas acquis en totalité parce que dans un équilibre, dans un déséquilibre, ils n'étaient pas capables de garder leur cap et leurs énergies. Donc,
l'être de Vénus continue à évoluer, peut venir sur la Terre, il n'y a aucun problème, puisque ce sont des vibrations beaucoup plus lourdes et beaucoup plus basses, et pour se rendre compte, parfois, qu'il y a une copie à revoir. Ça s'appelle les principes d'évolution. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur Vénus, c'est-à-dire peu de choses. Il y a le Vénusien dans son propre monde qui a besoin de s'ouvrir vers des concepts plus élaborés. À partir de là, l'être, une fois que l'être a bien compris ce qu'il avait acquis sur cette planète, va pouvoir aller s'intégrer sur d'autres planètes selon son libre arbitre, en connaissant les énergies de telle ou telle sphère cosmique. Le Vénusien peut comprendre qu'il a encore des failles en lui-même parce qu'il croyait avoir acquis certaines qualités et que dans des conditions qui n'étaient pas les siennes, il y a encore du travail. Et cela, tout cela évolue. Il y a des êtres de la Terre qui sont allés sur Vénus parce qu'ils avaient appris, quelle que soit l'origine de leur conscience, ils avaient appris à maîtriser, comme j'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de problèmes, comme surtout la force intérieure. Donc ils avaient la possibilité d'aller sur Vénus pour y faire des stages d'apprentissage. Et lorsque l'être qui avait bien maîtrisé sa force allait commencer à maîtriser l'amour fraternel, à partir de là, il lui appartient d'aller expérimenter d'autres énergies, d'autres vibrations en d'autres lieux. C'est le mouvement normal et régulier que l'on constate lorsqu'on est sur ces plans-là. À partir de dimension 4, encore une fois, qui est une dimension de rencontre très facile. Bon, voici le tableau général de ce qu'on peut dire. C'est-à-dire, uniquement au niveau des grandes bases, je ne me suis pas, je dirais, dans cette incarnation, attardé à ce qui se passe sur Vénus. Je vous explique en gros comment les choses se font, parce que mon but était d'aller un peu plus loin et d'apprendre ce qui se passe dans d'autres conditions. Bien sûr, il y a dans le cosmos d'autres sphères dont l'énergie ressemble à celle de Vénus et les êtres peuvent très facilement passer d'une planète à une autre. Et les planètes sont des supports à la conscience de la même manière que nous avons des corps qui sont des supports à notre conscience. Il existe dans l'univers des planètes dont la vibration ressemble à celle de Gaïa. Donc on peut très bien passer de l'une à l'autre avec la seule différence quand même, c'est que il y a pratiquement, actuellement, il n'y a pratiquement pas de planète aussi délabrée, aussi violente, aussi catastrophique et aussi non consciente que sur Gaïa actuellement. Pourquoi? Parce que, à travers le libre arbitre des consciences qui sont venues s'incarner et à travers un certain nombre de phénomènes, Gaïa est devenue une planète école. Je dirais plutôt un centre de redressement. Donc, il y a beaucoup d'êtres, comme je dis tout à l'heure, qui avaient des difficultés d'évolution dans leur système de telle ou telle planète, quel que soit l'endroit géographique où se situent ces sphères, et qui viennent apprendre ici, dans des conditions difficiles, ce qu'ils ont à apprendre. Et au fur et à mesure que l'être dans sa conscience évolue, se recadre dans un équilibre. Lorsque l'être a appris cela ou cela, ici ou là, il va continuer à évoluer dans le vaste cosmos en choisissant les endroits où il peut s'intégrer à condition que leur vibration propre soit en harmonie avec la vibration du lieu. On ne peut pas aller n'importe où et faire n'importe quoi, il y a une logique quand même qui s'exprime. Il y a actuellement
70% des consciences incarnées dont l'origine de la conscience est extérieure à Gaïa. Ça veut dire qu'actuellement, il y a 30% qui sont originaires de cette sphère, qui évoluent avec l'énergie de cette sphère, c'est-à-dire une paix de base, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je suis en paix, mais je peux avoir d'autres défauts qui vont générer des problèmes. C'est ce que font ces consciences. Et puis, il y a les autres consciences qui viennent d'un peu partout parce qu'ils ont telle ou telle difficulté et ils vont apprendre à s'équilibrer au niveau de la paix ici pour après aller là ou là, suivant leur désir. Il faut savoir que pour des consciences, je dirais, qui sont en progression, qui évoluent, ils ont un très grand libre arbitre et aussi ils ont une très grande liberté de choisir leur système d'évolution au niveau de ce qu'on appelle leur grande conscience, c'est-à-dire la partie cosmique et globale de l'être. Les êtres ne sont pas obligés, contraints à s'incarner ici ou là, sauf dans des cas particuliers où les comportements ont été tels que ce sont les grands guides d'évolution qui prennent en charge l'être qui ne peut plus se gérer par lui-même. Voilà comment ça fonctionne, et voilà ce que je peux dire sur Vénus, c'est-à-dire vraiment un brossage global. Vénus évolue, un jour ici on sera au niveau de Vénus, Vénus va évoluer comme les autres planètes, et cette évolution globale des consciences humaines, des consciences végétales, des consciences animales et des aspects matériels ou physiques, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Lorsque j'ai accepté de parler de Vénus et des Vénusiens, je me suis dit, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, je vous livre globalement ce que je peux vous dire. Il y a peut-être d'autres choses, mais qui ne me viennent pas à l'esprit. Je ne vais pas préparer scientifiquement cette réunion. C'est pour ça que je préfère laisser une part de notre rencontre, de notre relation, à des questions. Vous pouvez poser les questions que vous voulez, et je vous dirai franchement si je peux y répondre ou pas. Voilà. Alors, pour ça, on va faire passer le micro, parce que comme c'est enregistré, il est bien qu'on puisse entendre la question. On va laisser la parole à Alain, je vois qu'il a levé la main. Je voudrais poser deux questions. Donc, après, tu me pardonneras pour la première, parce que tu as dit que tu ne voulais pas trop peut-être redévelopper encore une fois. Parce que je voulais poser cette question parce que je sais qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas ici. Donc, est-ce que tu pourrais reparler succinctement de ta première rencontre avec les Vénusiens? Comment est-ce qu'elle s'est passée? Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de voir vraiment qu'il s'est passé quelque chose de concret pour qu'après tu commences à arriver à ce savoir qui est étranger pour certaines personnes. Ça serait la première question. Après, j'ai une autre question. Donc, commence à courir un peu sur notre planète et dans les associations ufologiques, donc que le 21 décembre 2012, donc la planète Terre, qu'on appelle aussi Gaïa, donc notre monde a suivi une modification vibratoire en fait qui fait qu'on commencerait à changer de dimension, donc de passer de la 3e vers la 4e, et ce qui commencerait donc à nous rapprocher donc des autres civilisations extraterrestres qui sont présents donc sur d'autres dimensions, sur la Lune, sur Vénus, et oui, toute la galaxie est en fait habitée. Et ça, donc, nos gouvernements le cachent. Je pense parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'ouvre à ces autres civilisations. Donc, est-ce que ce changement de dimension donc, va petit à petit et amener les êtres à se rapprocher donc, de ces autres civilisations, donc de Vénus? Et donc, est-ce qu'un jour on peut espérer reprendre le pied nous-mêmes en tant qu'être humain dans les commerces, comme on pourrait dire, interplanétaires? Voilà. Bien. Oui, je vais revenir une fois de plus, ça ne me dérange pas, bien sûr, de parler de comment se fait-il que je me retrouve ici, maintenant, devant vous, à parler de ces choses-là. Si je remonte mon histoire personnelle,
Je vais dire qu'avant incarnation, j'étais déjà en contact avec la Confédération intergalactique et j'ai désiré, en même temps que le développement de mon propre programme, j'ai désiré agir pour aider mes consciences amies, ici, à s'ouvrir vers des conceptions cosmiques de la vie et de l'évolution. Donc, en fonction de ces deux critères, ma propre évolution et le propre travail d'apprentissage que je voulais faire ici, y rajouter en parallèle une action d'aide à autrui. En fonction de cela, un programme a été établi entre mes amis et moi-même, puis je me suis incarné dans le foyer qui me convenait et dans les conditions, non pas qui étaient idéales pour moi, mais qui convenaient à ce que j'avais à y faire, comme tout être qui vient s'incarner d'ailleurs. Ce qui fait qu'au moment où je suis né, j'avais en moi-même une, je n'aime pas le mot programmation, mais des énergies nécessaires pour mener cela. Lorsque j'ai eu à peu près 16 ans, je me suis rendu compte que la société des hommes ne convenait absolument pas à mes critères personnels d'amour universel et de force maîtrisée. J'ai jugé sévèrement mes aînés qui, selon moi, faisaient n'importe quoi et avaient des comportements de gamins dans une cour d'école. Parce que j'avais en moi un certain nombre de concepts sur la vie et je ne trouvais pas à travers la société dans laquelle j'étais intégré. Et je ne comprenais pas pourquoi, les mots qui me sont venus à l'époque, pourquoi les humains étaient aussi bêtes. Excusez-moi, mais c'est comme ça qu'au départ, je concevais les choses. Violence, égocentrisme, égoïsme, pollution déjà à l'époque, et puis aussi au niveau scientifique, des choses que les gens ne pouvaient pas ni concevoir ni admettre. Je préparais des études techniques, puisque je me préparais à passer les bacs techniques, parce que je désirais un jour avoir un diplôme d'ingénieur, et je savais dans quel secteur, donc j'avais des idées bien précises en moi-même. Et seulement partout autour de moi, je ne comprenais pas du tout, parce que mon environnement n'était pas en adéquation avec ce que je ressentais à l'intérieur de moi-même. Et il se trouve que vers l'âge de mes 16 ans, j'ai commencé à savoir, je dirais intuitivement, que la vie existait dans le cosmos, qu'elle existait sur différentes planètes, qu'il y avait un regroupement d'êtres plus évolués que d'autres qui aidaient ces différentes planètes dans leur évolution, que sur ces planètes il y avait un règne humain, intelligent, développé, avec des caractéristiques différentes. Je savais qu'il y avait différents plans dans l'univers, et tout cela était intégré en moi comme quelque chose d'évident. Et lorsque, bon, je ne pouvais parler de ça à personne, et même dans le cadre de mes études, lorsque j'ai essayé d'expliquer à un certain moment, je ne vais pas trop m'attarder sur tout ça, j'ai écrit un livre dans mon autobiographie où j'aborde tout ça. Lorsque j'ai voulu expliquer à mes camarades et à mes professeurs que la matière n'était qu'une concentration d'énergie, je me suis fait proprement ramasser par tout le monde. Bon. Puis, quelques années après, j'ai commencé à avoir des intuitions qui se sont développées. J'ai eu un moment extrêmement important lorsque j'ai fait à Nice, dans les années 68, je crois, un voyage conscient au sein du cosmos. Je n'ai pas à vous raconter ici, ceux qui sont intéressés pourront accéder à d'autres interviews ou à mon livre. J'ai compris ce soir-là, d'une manière définitive,
et globale, ce que c'était une conscience humaine au sein de l'univers. Je suis allé dans des endroits de vibration qui dépassaient l'homme et qui dépassaient bien des planètes. Et à partir de ce jour-là, j'ai eu une transformation radicale de ma conscience où j'ai vu ce qui se passait sur 360 degrés et j'ai compris comment on pouvait concevoir la vie du haut vers le bas, car j'ai vu du cosmos vers la Terre comment se situaient les choses à différents niveaux. Et en même temps, je suis dans des endroits de la galaxie de vibrations extrêmement puissantes. Je n'ai pas compris sur le moment tout ce que je vivais, je l'ai compris beaucoup plus tard lorsque j'ai eu l'explication de mes amis de la Confédération. À partir de ce moment-là, ma vision des choses a été modifiée, a été agrandie. Bon. Donc, première étape, je dirais, d'importance et de base. Quelques années après, je me trouvais en Nouvelle-Calédonie lorsque, intuitivement, il m'a été proposé de me rendre en pleine nuit à un endroit, et j'y suis allé, et là, effectivement, il y avait deux êtres sur le sable, et derrière eux, une navette spatiale. Et nous sommes rentrés en contact télépathique, et il se trouve qu'ils m'ont dit « N'aie pas peur, nous ne voulons pas de mal, nous voulons simplement parler avec toi. » Et je me suis surpris à dire, par transmission de pensée, « Je n'ai pas peur. » C'est comme si je retrouvais des amis que je n'avais pas vus depuis un moment, et j'étais en joie. Je n'ai pas pu avoir un quart de seconde la moindre appréhension de quoi que ce soit, alors que, je ne sais pas, imaginez-vous quand même, Monsieur X intégré dans la société. À l'époque, j'étais directeur adjoint d'une société de bâtiments publics, vraiment dans la contrainte de l'adaptation de mon travail en Nouvelle-Calédonie, donc dans des conditions très différentes de celles de la métropole. Et voici que je me retrouve devant deux êtres qui visiblement venaient de l'espace. Mais en ce qui me concerne personnellement, ça n'a pas été un bouleversement, ça a été une joie. Et lorsque j'ai retrouvé ces êtres qui étaient incarnés, ils avaient densifié, parce qu'ils peuvent le faire, leurs énergies physiques en matière pendant un temps. On s'est donné l'accolade, et là, j'ai senti, à travers ce qui émanait d'eux, ce que sont les êtres spirituels, développés, conscients, qui comprennent et qui gèrent l'évolution et les autres. Donc, oui, je suis rentré dans l'engin qui est resté au sol. Tel n'était pas le but ce soir-là, mais j'ai posé beaucoup de questions et j'ai eu beaucoup de réponses. Et à un moment donné de la conversation, je lui ai dit, mais ce que vous faites, c'est ce que je cherche depuis toujours, et je veux travailler avec vous pour vous aider en tant qu'humain incarné à l'implantation de la vibration lumière universelle sur cette pauvre terre. Et ils m'ont dit, nous prenons note et nous recontacterons en temps voulu. Ce jour-là, j'ai pris une décision en mon âme et conscience, consciemment, car je savais que c'était ça. Pourquoi ce contact à Nouméa? Parce que, en fonction de ce que je devais réaliser plus tard, je devais avoir cette connexion qui me réactivait un certain nombre d'énergies dans ce lieu particulier de Nouvelle-Calédonie, dans ces énergies-là, pour que je puisse mettre en place dans mon corps matériel, dans ma conscience de veille, c'est-à-dire la conscience attachée à mon corps matériel, la conscience et les énergies propres à mener mon action. Voilà. Donc pour moi, ce contact n'a pas bouleversé ma vie, mais m'a rassuré. Enfin, je n'avais plus peur de rien, j'étais capable de comprendre les autres dans leur errement,
dans leur massacre, à tous les niveaux, parce qu'il m'avait expliqué ce qu'est le principe de l'évolution dans l'univers et sur cette planète. Il y a peu de temps, on m'a montré la réflexion d'un ufologue sur un site qui disait Serge Deveur n'est pas un vrai contacté parce qu'il ne parle pas de son contact. Étant entendu que lorsqu'un être rencontre des êtres venant de l'espace, c'est tellement important qu'il doit centrer toute sa vie sur ce contact-là. En général, on pourrait dire qu'il n'a pas tort. Mais en ce qui me concerne, et moi je vous livre ce que je ressens, car je n'ai rien à cacher, c'est que ce contact était une affaire individuelle, personnelle, qui mettait en place un processus qui allait se dérouler en temps voulu. Je n'en ai parlé à l'époque qu'une seule personne, c'était à ma femme, la mère de mes enfants. Je lui ai dit ce qui s'était passé, je ne pouvais pas lui cacher cela à elle. Elle a accepté et j'ai continué à vivre et à travailler normalement dans la société. Mais à partir de ce moment-là, j'ai senti qu'au fur et à mesure que le temps passait, des notions venaient se rajouter à d'autres pour que ma conscience puisse, tout en étant intégrée dans la société, vivre sur un plan très large. La difficulté pour moi était de pouvoir naviguer, agir sur ces deux plans parallèles en restant stable. Vers la fin, je co-gérais des investissements de la société Le Nickel, alors que le soir, je discutais avec des êtres de l'espace. Bon, il fallait quand même apprendre à gérer ça. Je l'ai fait, ça s'est bien passé. Heureusement, je n'ai pas eu de problème. Bon. Et puis après, lorsque la vie m'a contraint à rentrer en métropole, les choses se sont mises en place suivant un plan que dont je n'ai pas conscient à l'époque. J'ai commencé à vivre pendant des années ce que j'appelle des initiations. J'ai eu l'occasion de me projeter en conscience sur la dimension 4 de Gaïa, car elle existe bien. Il n'y a personne à l'heure actuelle, parce que la vibration de l'homme n'est globalement, au niveau de la société, n'est pas du tout en harmonie pour atteindre ce plan-là. Ça viendra dans l'ère du Verseau, à la fin de l'ère du Verseau, l'être pourra migrer en dimension 4, abandonner globalement la dimension 3. Les êtres auront évolué et puis il y aura eu d'autres consciences qui seront venues entre-temps pour pouvoir vivre et appliquer la vie selon des règles d'équilibre universel. J'ai eu l'occasion d'aller dans des espaces-temps, j'ai eu l'occasion d'aller sur des plans parallèles, de rencontrer des êtres qui vivaient sur d'autres plans. Nous avons communiqué, j'ai beaucoup appris à travers toute cette période-là, rencontrer des êtres qui étaient en décalage de fréquence par rapport aux nôtres, qui avaient une action qui était très tangible par rapport à notre société. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si j'ai écrit un livre, ma autobiographie, c'est pour que je n'ai pas à le développer lorsque je m'exprime. Donc tout cela m'a donné une expérience, un vécu, pour me permettre de pouvoir en parler et de l'exprimer par rapport à d'autres. Plus tard, lorsque cela a été bien intégré, compris, digéré, j'ai commencé à m'exprimer par rapport, d'abord dans des groupes, des petits groupes, des réunions, où des êtres aussi étaient en recherche, et petit à petit, les choses se sont mises en place, se sont développées. J'ai eu à travailler avec un autre être, Oriane, qui avait des capacités exceptionnelles, et ensemble nous avons monté un ensemble de partage, de connaissances, sous forme
de séminaires, sous forme de conférences, sous forme d'écrits aussi, car au fur et à mesure que quelque chose prenait corps, j'en faisais un opuscule qui était distribué sous forme de stages, et à l'époque c'était des stages sur 7 jours. Vous pouvez faire des travaux fantastiques pendant 7 jours dans des centres de l'Ennoué, où on était donc logés, nourris et dans la même ambiance pendant 7 jours. Imaginez-vous comment on pouvait monter les vibrations et aider les consciences à migrer, à concevoir ces concepts-là. Et voilà, bon, ça s'est développé. Ma seconde épouse est désincarnée. Et à partir de là, j'ai repris tous mes écrits et j'en ai fait les collections que certains connaissent, puisque maintenant j'ai ouvert mon site où j'ai mis tout cela à la disposition de ceux qui veulent acquérir ces connaissances ou approfondir. Et puis, j'accepte de m'exprimer lorsqu'on me le demande. Je ne décide rien par moi-même. Donc de répondre à des demandes pour m'exprimer, développer tel ou tel sujet, y compris ce soir, ce challenge de parler de Vénus et des Vénusiens, tout simplement. Voilà en gros quelles ont été les circonstances, pourquoi et comment ça s'est passé. Je peux vous dire une chose, c'est que tout ce que l'on vit, même les choses les plus difficiles, ont une cause, je dirais, logique. À travers la loi universelle de cause à effet, tout effet correspond à des faisceaux de cause et va provoquer des faisceaux d'effet. Cela, je l'ai appris et bon, j'ai eu, à travers moi-même et à travers notamment mon épouse, qui était un canal exceptionnel ouvert au niveau de la Confédération, nous étions pendant des années en relation journalière et constante avec l'espace. Je parle de l'espace Confédération. Je n'ai jamais été en relation avec d'autres civilisations que cette Confédération. Et là, je vous ouvre une parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est la Confédération. Ce qu'on appelle la Confédération intergalactique, c'est le rassemblement d'un certain nombre de consciences humaines, dont certaines ont évolué à travers des plans denses et matériels, qui ont acquis une certaine capacité, une certaine sagesse, une certaine maîtrise pour pouvoir aider les planètes en difficulté d'évolution ici ou là, dans le vaste cosmos. C'est un ensemble de plusieurs millions d'êtres qui ne sont pas attachés à une planète, mais ils sont interplanétaires. Ils ont d'immenses vaisseaux, qu'on appelle des vaisseaux mères, avec des appareillages technologiques qui leur permettent des interventions, des rééquilibrages, des aides, ici ou là, mais sans intervenir directement dans le développement intérieur des planètes. C'est dans leur charte, c'est la non-ingérence. Ils sont là et très présents sur la planète Terre, qui passe le cap le plus important depuis que l'homme a commencé à s'intégrer sur cette dimension. Ils sont là pour aider de toutes les manières possibles, prise de conscience, message. Et là encore, attention, au niveau des messages, il faut faire un tri, car il y en a très peu qui sont vraiment d'une bonne vibration. Aide à tous les niveaux et de façon très différente, mais aussi aide technologique au niveau des stabilisations. Ils ont un très gros travail de stabilisation par rapport à les déstabilisations, même au niveau de la matière que les hommes créent par la non-connaissance des lois d'équilibre, même au niveau du sol et du sous-sol. Donc ils sont là pour rééquilibrer, pour faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement majeur au niveau de nos technologies de destruction ou nos technologies de production d'énergie qui ne sont pas du tout adaptées à un équilibre universel. Donc, travail, mais pas intervention. Ça, je vous le dis, et ceux qui
prétendent le contraire, tant pis. Il n'y aura pas intervention directe de l'espace tant que les hommes de la Terre n'auront pas eux-mêmes acquis un certain équilibre. Oui, un jour, les êtres de l'espace, notamment la Confédération, viendront ici, mais lorsque les consciences auront évolué suffisamment pour qu'ils soient acceptés, compris, admis, et que les hommes de la Terre pourront mettre en place les technologies capables de régler tous les problèmes du monde en quelques semaines, ou disons quelques mois. Et bien souvent, déjà au niveau des sociétés, ces chercheurs, les techniciens, les ingénieurs et autres connaissent bien des moyens, mais qui sont barrés, bloqués par le système de civilisation actuel. Donc ceux qui pensent que tout va être réglé sans problème et sans effort, je suis désolé de vous confirmer que ce n'est pas possible. L'aide est présente, elle est journalière, elle est intense, seulement pour arriver à faire décoller de la non-conscience de toutes ces âmes, toutes ces consciences incarnées actuellement, c'est lourd, c'est difficile, ça va prendre du temps, des efforts et hélas, des souffrances. Ça a commencé et ça continuera jusqu'à ce que toutes les énergies, les vibrations qui ont été générées par l'homme depuis quelques millions d'années puissent être libérées, évacuées, je dirais annihilées par les égrégores lumière qui sont en train de se mettre en place et qui augmentent rapidement, et que, indépendamment de l'homme, la vibration Gaïa augmente, et nous qui sommes intégrés dans sa vibration, où ça passe, où ça casse. Il nous est invité à rester sur le haut de la vague pour évoluer, se transformer même au niveau de nos corps, pour être en phase avec l'augmentation vibratoire, et il y en a beaucoup qui le font, et puis ceux qui n'y arrivent pas, eh bien, restent dans leur fermeture de conscience et continuent à détruire, mais jusqu'à un certain moment où ils ne pourront plus continuer à détruire, ils ne pourront même plus rester incarnés ici, ni se réincarner, parce que la vibration ne sera plus en harmonie avec leur fermeture de conscience. Ceux qui n'auront pas pu suivre le mouvement, eh bien ces êtres-là vont se réincarner dans un autre endroit du cosmos que je connais, une planète qui s'appelle Arius, et qui tourne autour de l'étoile Procyon qui est répertoriée au catalogue astronomique, où préparation est faite pour que ces êtres-là soient calmés dans la vibration de cette planète et puissent commencer à se remettre en question alors qu'ils n'ont pas pu le faire ici, parce qu'ici, au fur et à mesure que le temps va passer, ce sera de plus en plus dur pour les consciences fermées et de plus en plus facile pour les consciences qui s'ouvrent. Donc pour revenir à la question que tu posais, la dimension 4, c'est la dimension future de la prochaine civilisation planétaire. À la fin de l'ère du Verseau, les êtres qui seront incarnés ici vont, à un moment donné, vont migrer vers cette dimension 4, vont se réincarner. On ne peut pas dire incarner à ce niveau-là, puisque c'est, encore une fois, une dimension physique, dense, énergétique. Il n'y aura plus de corps matériel. Notre corps matériel avec nos organes et notre sang, c'est uniquement notre corps matériel de dimension 3. Donc, oui, cette civilisation va aborder la dimension 4. Pour l'instant, il n'y a encore personne. J'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois. C'est absolument merveilleux. Imaginez ce qu'il y a de plus beau sur la Terre, et c'est la base de la dimension 4. Je dirais que ça ressemble aussi à ce qu'on voit sur Vénus. Parce que ce sont des plans équilibrés, ce sont des plans théoriques, ce sont des plans lumière. Quand on est sur ces plans-là, on n'a pas envie de revenir. Il faut que ce soit les guides qui nous poussent doucement. Et Coco était encore là, il y a des choses à faire ici. Voilà. Donc, cette dimension, c'est le futur de l'homme.
Et sur ce plan matériel qui sera libéré des incarnations de l'homme, eh bien, le grand futur a un plan de prévu pour la suite. Tout se transforme dans l'univers et au fur et à mesure que l'univers se développe, les consciences se regroupent par affinité d'évolution. Voilà. Si vous avez d'autres questions à poser, je vous écoute. C'est la parole à Alain. Oui, j'avais de nombreuses questions. Vous avez répondu en partie, tout à fait. J'en ai encore d'autres. Donc, plusieurs questions. La première, ce serait, je pense qu'il y a, est-ce qu'il y a un rapport écho de loin avec l'affaire Adamski, cette intervention, l'affaire Adamski, cette intervention qu'il y a eu dans les années 60, 62, 63, je crois, donc aux États-Unis avec les Vénusiens. Ensuite, je voulais savoir aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le personnage Ashtar Sheran, qui serait donc un être de lumière, qui serait là pour superviser en partie justement la Fédération galactique. Ensuite, est-ce que il serait question que les gouvernements, nos gouvernements, finissent par diffuser cette information sur les extraterrestres. Donc, il est plusieurs fois question que justement ça sorte, qu'ils finissent par le diffuser, par lâcher le morceau. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Si on s'arrêtait à 3 questions. D'accord. Merci. Entendu. On verra pour la suite. Merci. Oui, alors d'abord une parenthèse, lorsque j'ai exprimé un jour que les deux êtres qui sont venus me rencontrer, ou plutôt c'est moi qui suis allé les rencontrer à Nouméa, ce sont deux êtres dont la sphère d'origine était Vénus. Alors, on a l'habitude de dire que je travaille avec les Vénusiens. Je travaille, c'est pas un travail, j'agis avec la Confédération intergalactique, donc je ne suis pas moi-même attaché à une planète, pas plus Vénus qu'une autre. Je vous parle de Vénus parce que j'ai eu un peu plus d'informations et j'ai vécu certaines choses au niveau de cette sphère, sans plus. Georges Adamski est un être qui est venu de Vénus pour s'incarner sur la Terre et il a eu la mission très courageuse pour l'époque, d'abord c'est avant les années 60, d'être contacté officiellement et devant témoins et en pleine journée par un être de la Confédération intergalactique pour qu'il vive ce contact et qu'il puisse en témoigner, tout en restant en relation avec la Confédération intergalactique. Georges Adamski, qui était quand même professeur d'université, qui se passionnait pour le cosmos, qui avait construit sa propre lunette astronomique, et c'est comme ça qu'il a vu apparaître les premiers engins et qu'il s'est posé des questions. Après, il y a eu son contact, et il a eu le courage, cet homme, de porter témoignage et de s'exprimer, de faire des conférences à l'époque, c'est dans les années 55, je crois. Je dis bravo parce que à l'époque, il fallait avoir un certain cran pour, en public, dire oui, j'ai vécu ça, il s'est passé ça. D'autant plus qu'il a continué à être en relation avec des vaisseaux de l'espace. Il est monté dans des vaisseaux, il est allé dans l'espace, il a pris des photos d'un vaisseau mère en étant dans une navette spatiale, avec un Polaroid. Il a fait des choses extraordinaires et il a diffusé les informations, il a écrit au moins 2 livres qui sont très puissants. Il a fait ce travail. Moi, j'estime que c'est lui qui a ouvert les portes de l'ouverture de la conscience de l'homme de la Terre vers l'espace.
Ensuite, d'autres sont venus travailler pour ouvrir cette brèche et préparer cette époque qui commence de l'ère du Verseau. Il y a eu Howard Manger qui était en contact lui aussi avec des Vénusiens qui venaient densifier leur corps pour pouvoir faire des missions de courte durée sur la Terre, densifier leur corps et leurs engins. Pour eux, c'est facile de densifier. Pour nous, c'est impossible de passer dans la dimension. Il y a eu Eugenio Siragusa qui a monté un mouvement je veux dire, pratiquement planétaire, avec des revues qui s'appelaient Du ciel à la terre. Il y a eu il y a eu notamment Billy Meyer qui est encore en vie en Suisse, qui lui, il a eu la capacité tout à fait exceptionnelle de prendre des centaines de photos, des photos en couleur avec un 24-36 du commerce et des kilomètres de film avec une petite caméra Super 8. Et en plus, il a été accidenté, il avait un bras en moins. Il mettait ça sur son trépied et les navettes, les engins venaient dans l'axe d'angle de ces appareils pour se faire filmer et photographier en plein jour. Moi, j'avais fait venir des États-Unis une cassette à l'époque où on voit les engins en gros plan, en plein jour, évoluer devant la caméra, avoir des effets même physiques par rapport à la nature, par rapport aux routes, par rapport à des apparitions, disparitions d'une image à l'autre, donc un vingtième de seconde. Bon, des manifestations qui pouvaient prouver que des engins humains de notre Terre ne pouvaient pas réaliser cela. Il a fait analyser des photos et des films par deux laboratoires indépendants, un américain et un japonais, et qui ont déterminé qu'il n'y avait pas de trucage possible sur les éléments qu'ils ont eu en main. Et il a aussi fait beaucoup de choses. Il y a une constante que j'ai remarquée entre ces êtres-là et ce que j'ai vécu et ce que j'ai reçu au niveau des enseignements spirituels, c'est qu'on retrouve les mêmes bases spirituelles, les mêmes lois à travers ces êtres-là. Voilà ce que je peux dire de Georges Adamski. Alors bien sûr, on me rétorque que oui, un tel n'était pas bon, un tel a truqué des photos, un tel a fait ceci ou n'a pas fait cela. Bon, je laisse à chacun la liberté de croire ou ne pas croire tout ce qui s'est dit. Bon, encore une fois, on a affaire à des êtres humains, donc qui peuvent chuter aussi. Celui qui évolue sans problème, c'est un menteur. Donc, on a tous nos propres faiblesses aussi, et c'est facile d'attaquer quelqu'un sur une page alors qu'il a écrit une encyclopédie. Il faut voir aussi, faire le tri entre le bon grain et l'ivré. Donc pour moi, Georges Adamski, c'est quelqu'un qui a fait un très gros travail, qui a ouvert la porte de l'espace et qui a été très courageux. Voilà. Alors naturellement, j'ai oublié la deuxième question, hein, parce que... Oui, alors Achar Sheran. Il y a dans l'organisation cosmique universelle, il y a différentes organisations. Au départ, j'employais le mot hiérarchie et l'instructeur m'a dit rêveur. Rêveur, c'est mon nom d'intervention et Serge, c'est mon nom de baptême. On peut m'appeler rêveur ou Serge, ça n'a aucune importance. Les frères me prénommaient rêveur selon mon nom d'intervenant. Ils me disaient rêveur, oui, en parlant d'Achar Sheran, il y a différentes organisations. En ce qui concerne la Confédération intergalactique, il y a une organisation précise avec des responsables par secteur. Chacun va travailler avec d'autres êtres suivant
une organisation bien précise. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que cette instructeur m'a dit, n'emploie pas le mot hiérarchie, parce que dans votre état d'esprit et parmi les gens qui vont t'écouter, dans la hiérarchie, il y a la notion de verticalité. Or, l'échelle est horizontale. Donc j'ai repris le terme de organisation, qui est beaucoup plus neutre. Donc, en ce qui concerne l'organisation, on pourrait dire stellaire humaine, ce sont des êtres humains, je l'ai dit, qui ont un degré d'évolution qui leur permettent de faire beaucoup de choses en harmonie avec les plans non humains universels, les plans lumière. Ashtar Sheran, c'est le responsable, le gérant de la Confédération intergalactique. Donc c'est lui qui va gérer toute l'organisation, l'immense organisation qui est avec lui. Je ne dis pas sous lui, puisque l'échelle est horizontale. Mais il est aussi le commandant en chef de la flotte intergalactique. Donc il associe ces deux fonctions. C'est un être d'une vibration immense. C'est un être qui est, je dirais, un summum de l'évolution humaine. Il intervient lui-même très peu. Et ce sont des êtres qui sont dans son courant, qui interviennent au niveau des relations à travers un autre être qui est dans le nom vibratoire des Igor, pas Igor, Igor c'est un autre être qui a une autre fonction. Donc à travers tout le système de communication, d'exprimer au niveau des hommes de la Terre ces enseignements spirituels. Il faut vous dire une chose, que la Confédération intergalactique est une confédération spirituelle qui travaille au niveau de l'esprit, au niveau de l'ouverture de la conscience et au niveau de l'intégration des êtres humains sur les plans cosmiques et universels. Donc il a, lui, ces deux fonctions, mais il intervient très rarement parce qu'il a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup d'êtres qui travaillent dans son énergie et qui peuvent, lorsqu'ils s'expriment, font comprendre qu'ils sont sous cette énergie. Il y a beaucoup de canaux qui reçoivent des messages, vrais ou faux, signés Ashtar Sheran, mais il est exceptionnel qu'il lui puisse s'exprimer, et quand il s'exprime, c'est d'une telle puissance qu'on sent physiquement. J'ai reçu dans toute ma vie un message à travers un canal exceptionnel aussi d'Ashtar Sheran. Je peux vous dire que j'ai cru que mon corps allait exploser, tellement la vibration était forte. Donc beaucoup d'êtres s'expriment en son nom pour faire diffuser des informations, mais soyez très vigilants lorsque vous lisez un message de qui que ce soit, car il y a beaucoup d'informations qui sont fausses ou interférées, ou même un mélange subtil de bons et de mauvaises informations, parce qu'il y a les forces contraires qui essayent de brouiller les pistes et d'amener les êtres qui n'ont pas suffisamment de connaissances pour les amener vers des voies de garage. Et hélas, sur cette terre, rien n'est facile. Voilà, en gros, quel est ce personnage d'Ashtar Sheran? Troisième question, c'était au niveau des gouvernements. Voilà. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y a quelque chose que je ne comprenais pas. D'une part, il y a des scientifiques qui sont à la recherche d'hypothétiques contacts ou de formes de vie, alors que nos gouvernements sont parfaitement au courant de ce qui se passe. Maintenant, ça tombe dans le même public. On sait que les États-Unis ont récupéré des navettes spatiales qu'ils ont descendues, de civilisations qui n'appartiennent pas à la Confédération. Les vaisseaux de la Confédération ne se montrent pas, ils travaillent sur les plans subtils, même s'ils se rapprochent des plans décalés pour faire des interventions, mais leur rôle n'est pas de se montrer. Ils ont des responsabilités planétaires à assumer. Par contre, des planètes associées vont pouvoir venir, atterrir, repartir et se montrer pour qu'à dose homéopathique, les humanitariens prennent l'habitude de savoir qu'il y a d'autres mondes évolués qui
qui sont dans notre atmosphère. Bon, donc les Américains ont, notamment la fameuse zone 51, ont récupéré des engins, ont essayé d'adapter des technologies et des armes en fonction de ce qu'ils ont pu interpréter de ces technologies. Ils ne sont pas les seuls. Au niveau des Russes aussi, ils ont récupéré un engin. Et on m'a fait donner l'information il y a plus de 30 ans, et là maintenant, je me suis rendu compte que ça tombait dans le public. Il y a un président américain, Eisenhower, si ma mémoire est bonne, qui a été contacté par l'espace et il a rencontré des êtres dans une navette spatiale sur un terrain militaire près de Washington. Bon, ça m'avait été expliqué à l'époque. Maintenant, cela se sait. Il y aura toujours des gens pour dire que ce n'est pas vrai, que c'est des mensonges, que c'est la fabulation, bon, peu importe. Moi, je vous livre des informations. Donc, les gouvernements sont parfaitement au courant de la présence de l'espace sur la Terre, et d'ailleurs, l'espace a toujours été présent sur la Terre. Il y a 10 000 ans, il y avait des êtres qui venaient... 10 000 ans, c'est, bon, je vais dire 20-30 000 ans, ou même plus, des êtres venaient en navette spatiale et atterrissaient aux yeux de tout le monde, et c'était parfaitement admis à l'époque. Il y avait des relations entre certains êtres venant de l'espace et les populations locales. Bon, maintenant, les gouvernements veulent cacher ce qui se passe, parce que, d'une part, je pense qu'ils veulent garder leurs prérogatives de gouvernance par rapport aux sociétés, mais aussi, et je crois qu'il faut avoir l'honnêteté d'y réfléchir, s'il y avait un atterrissage officiel quelque part sur la planète, imaginez le déclenchement de catastrophes qui s'en découlerait immédiatement. Parce que si ces êtres viennent, c'est pour nous enseigner qui ils sont, d'où ils viennent, leur technologie. À partir de là, les populations qui ne sont pas prêtes à accepter et à se mettre en question réagiraient brutalement, soit par la peur, donc par la violence, soit par la dépression, parce qu'ils ne peuvent pas supporter cela. Et immédiatement, il y aurait l'armée qui voudrait intervenir, les gouvernements qui se disputeraient parce que oui, il atterrit ici, il faut